Inter. Cette attaque est une attaque inadmissible, puisqu'elle touche les plus fragiles d'entre nous, elle touche les patients, elle touche les malades. Ça, c'était le ministre de la Santé François Braun à la fin du mois dernier. Il réagissait à cette cyberattaque le 21 août contre le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. Écran noir, établissement au ralenti, information disparue et transfert des patients à risque vers d'autres hôpitaux. Les pirates réclament alors une rançon de 10 millions de dollars. Revue ensuite à la baisse, date limite pour payer le 23 septembre. Le délai est expiré. Bonjour Béatrice Duguay. Bonjour. Et les auteurs de l'attaque viennent de mettre leurs menaces à exécution. Ils publient une partie des données sur le net. Depuis vendredi, effectivement, ce sont apparemment près de 12 gigas de données dans un dossier baptisé Partie 1 qui se retrouve, alors non pas sur le net accessible à vous et moi, mais sur le darknet, ces zones d'internet parallèles, cryptées, anonymisées, qui abritent des groupes souvent malfaisants, et en l'occurrence Logbit 3.0, qui compterait une centaine d'employés entre guillemets rémunérés pour leur basse besogne de piratage. Du darknet, ces données vont hélas se retrouver très vite sur nos moteurs de recherche parce que captées par d'autres escrocs. De quelle nature sont ces données ? Certainement des numéros de téléphone, des emails, mais aussi probablement des données de santé dont le contenu reste à préciser, numéro de sécurité sociale, résultats d'analyse, compte rendu de radiologie, voire prescription, c'est à craindre. L'hôpital indique ce matin que les données concernent des patients, le personnel et des partenaires. Alors, l'établissement a vite prévenu précisément ces patients et ces personnels après l'attaque que certaines données avaient été exfiltrées et qu'elles risquaient d'être divulguées à l'issue de l'ultimatum, ce qui n'était pas question de payer la rançon. Il précise ce matin que les données métiers, parmi lesquelles figurent les dossiers personnalisés des patients et puis les dossiers de ressources humaines, n'ont pas été compromises, que 10% seulement de l'espace de stockage a été impacté. Ça fait quand même beaucoup de données au bout du compte. Béatrice Duguay, service reportage de France Inter. Merci à vous. Les gendarmes spécialisés sont chargés de l'enquête depuis le mois dernier. La commission informatique et liberté saisie également, tout comme le gendarme cyber, l'ANSSI. C'est le site internet spécialisé Zataz qui révèle ces fuites de données aujourd'hui. Son fondateur, Damien Bancal, est notre invité sur France Inter. Bonjour. Bonjour. Alors ces données de santé qui se retrouvent aujourd'hui publiées sur Internet, c'est une surprise. On s'attendait vraiment à ce que les auteurs de l'attaque passent à l'action ? Alors ce qui est terrible, c'est que malheureusement non, c'est pas une surprise, parce que ces pirates informatiques, ces fameux Logbit 3.0, qui font partie de cette espèce de constellation de plusieurs dizaines d'autres groupes de pirates spécialisés dans le rançonnage, ont cette technique très claire. On infiltre, on exfiltre, on vous fait chanter. Si vous ne payez pas, nous on trouvera le moyen de gagner de l'argent, donc par cette diffusion, d'abord libre, gratuite, une espèce d'échantillon pour faire peur, d'abord à ceux qui ne veulent pas payer, et aussi potentiellement pour attirer leurs potentiels acheteurs malveillants qui y trouveront des données qu'ils achèteront et qu'ils revendront en utilisation malveillante diverses et variées. Oui, a-t-on une idée du coup de qui sont ces auteurs ? Logbit 3.0, on parlait d'un groupe de hackers russes à l'époque. Oui, alors à l'époque, on avait des groupes de pirates informatiques venant des 4 coins du globe. Soyons très clairs, je prends des exemples de pirates informatiques qui avaient été arrêtés par exemple au Canada, mais aussi en Asie. On a eu des Ukrainiens, on a eu des Russes. Logbit se veut en tout cas dans cette zone géographique de l'Est de l'Europe, sauf que comme ils l'ont expliqué dans une interview il y a 3 semaines, ils sont plus d'une centaine. Et on sait malheureusement aujourd'hui que cette centaine peut être aussi bien belge que français, que philippin, que canadien. On est dans une internationalisation de la malveillance. Là, aujourd'hui, on a une véritable idée d'une pieuvre mafieuse numérique. Et Damien Bancal, cette publication, ça signifie qu'entre le 20 août et aujourd'hui, on n'a pas su identifier précisément les personnes qui étaient à l'origine de cet acte et donc on n'a pas pu les empêcher de mettre leurs menaces à exécution. Alors le problème il est là, c'est qu'on sait que nos autorités, je pense par exemple aux gendarmes du C3N qui bossent énormément sur le sujet, en face on ne sait pas véritablement à qui on a affaire, parce qu'on sait qu'il y a un chef, il est quelque part sur la planète et il a des petits bras, des petits soldats qui agissent pour lui. Et le problème, c'est qu'en arrêter un, ce n'est pas arrêter toute cette chaîne de malveillance. Et le problème, c'est qu'il faut pouvoir remonter, un peu comme ces dealers qu'on a dans la rue, remonter à Pablo Escobar du numérique va demander du temps et des moyens. Sauf qu'en face, ils ont aussi des moyens et beaucoup de temps. Et justement, est-ce qu'on a une chance de les coincer quand même avant qu'ils mettent sur Internet une nouvelle fournée de données sensibles ? Il faut l'espérer. On sait que, comme je le disais, nos autorités travaillent énormément, mais les autorités de toute la planète. Sauf que depuis Corbeil-Essonnes, il y a déjà eu plus de 200 attaques différentes. Dans les analyses que j'ai pu faire avec mon blog, sur ces 200, déjà 40 entreprises ont payé.
Il y a énormément d'argent. Alors que le gendarme de l'Internet, l'ANSSI, demande aux personnes et aux établissements visés de ne pas payer les amendes. Ah bah Monsieur Poupard, le grand patron de l'ANSSI, ne cesse de le dire. On ne paye pas des gens qui ne vivent que par la malveillance, et dans tous les cas, payer ne donne pas du tout l'assurance qu'il n'y aura pas de diffusion. Et on a un exemple très concret avec Corbeil-Essonnes. Ils ont commencé à diffuser énormément de données. Les payer maintenant, c'est pas leur faire confiance. Dans tous les cas, on ne fait pas confiance au diable. Ça paraît évident. Alors comment on fait pour coincer les auteurs et quand? Bah là, c'est clair, c'est de l'infiltration. C'est obligatoirement de l'infiltration. C'est de tenter de trouver cette petite ficelle qui m'amènera dans la pelote de laine, qui permettra d'atteindre les aiguilles. J'essaie d'imaginer la chose comme ça, mais on n'a pas d'autre choix que d'enquêter. Donc nos autorités mettent les moyens. Il y a des sociétés de cybersécurité qui le font aussi, mais en face, on a clairement affaire à du savon. Ça glisse, énormément. Alors de temps en temps, on peut avoir des traces. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, un des membres codeurs informaticiens de ce groupe a démissionné. Il n'était plus payé, il est parti. Parce que petit détail, c'est que Logbit, entre autres, mais comme les autres aussi, ils donnent des mensualisations à leurs codeurs, à leurs informaticiens. Ils ont tous les mois un petit salaire qui leur permet de faire évoluer leur programme, comme ils touchent aussi de l'argent dans le rançonnage. On a clairement en face de nous du marketing de la malveillance, des entreprises qui n'ont qu'un seul but, la nuisance. Et donc, est-ce qu'on peut éviter qu'une nouvelle salve de données de l'hôpital de Corbeil-Essonnes soit publiée ou pas ? Je vais être très clair avec vous, la meilleure des méthodes sera de trouver et de les arrêter, donc de bloquer tout leur système informatique. Sauf que Logbit, un exemple, c'est 42 espaces de stockage, de blogs et de moyens de communication différents de par le monde. C'est déjà énorme pour un